Les mots sont beaucoup trop faibles pour exprimer la joie, la fierté de la NASA après l'amérissage parfait de la capsule Orion au large de la Californie. Les 4 astronautes se portent bien et ils rentrent d'une mission historique dont l'exécution parfaite permet à la NASA d'envisager plus sereinement son objectif, poser à nouveau un pied américain sur la Lune dans 2 ans avant les Chinois. Lou là. Une chute vertigineuse vers la Terre, avant que la capsule Orion ne se pose en douceur dans le Pacifique, presque sur le point de chute prévu. 11 parachutes successifs ont ralenti la vitesse supersonique de l'équipage, la faisant passer de près de 40 000 km/h à moins de 30 en une dizaine de minutes seulement. C'est le moment le plus crucial de la mission que redoutait toute la salle de contrôle de la NASA. Lors du dernier test à vide en 2022, le bouclier thermique n'avait pas résisté à la chaleur extrême. Quand elle pénètre l'atmosphère terrestre, la capsule se transforme en boule de feu. Les températures dépassent alors 2700 degrés. Cette fois, l'amérissage est presque parfait. Notre marge de manœuvre était inférieure à 1 degré. Après avoir parcouru 400 000 km jusqu'à la Lune, l'équipe a réussi. Ce n'est pas de la chance, c'est le fruit du travail d'un millier de personnes. Le chemin vers la surface lunaire est ouvert, mais encore plus de travail nous attend que celui que nous avons déjà accompli. Il y a 53 ans, l'humanité a quitté la Lune. Cette fois, nous y retournerons pour y rester. Finissons ce qu'ils ont commencé. La marine américaine aide les 4 astronautes à s'extraire de la capsule avant de les embarquer sur un navire. Ils sont alors immédiatement examinés par des médecins. Ils semblent en bonne santé et même de bonne humeur. Je ne peux pas imaginer un meilleur équipage que celui qui vient d'accomplir cette mission. C'est un moment historique pour l'humanité. Nous avons recommencé à envoyer des astronautes sur la Lune et à les ramener sains et saufs. Ce n'est que le début. Nous allons multiplier ces missions jusqu'à ce que nous atterrissions en 2028. Chaque mission spatiale prépare la suivante. Il y aura Artemis 3 et 4 qui doit déposer des astronautes sur la Lune avant d'y établir une base d'exploration humaine. Et nous continuons de vous faire vivre cette séquence exceptionnelle avec notre invité Michel Tonini, ancien astronaute pour l'Agence spatiale européenne. Vous avez été, bonjour, vous avez été responsable du Centre des astronautes européens. Et vous êtes l'auteur aussi de Un café dans l'espace, dans la peau d'un astronaute. On va le voir à l'image tout de suite. Michel Tonini, c'est un tour de force qui était accompli cette nuit, un amérissage d'une grande précision et en toute sécurité. Oui. C'est une mission qui s'est vraiment très bien passée, avec beaucoup d'inquiétudes entre le départ, parce que le SLS est quand même une fusée qui est une récupération des moteurs de la navette spatiale et des boosters de la navette spatiale. Donc ils ont décollé pour la première fois en 81, avec un concept des années 70. Donc c'est de la récupération pour les utiliser. Ensuite, l'arrivée en orbite de la capsule Orion, puis les manœuvres de Orion sur le dernier étage de la fusée, puis l'allumage du moteur ESM européen qui permet de faire la navigation vers la Lune, la propulsion vers la Lune, mais également l'électricité, l'oxygène, l'hydrogène, l'eau pour les astronautes. Et ensuite, donc, ce retour sur Terre et cet amérissage, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a l'habitude de récupérer des capsules qui arrivent de l'ISS, mais la vitesse est beaucoup plus faible. Et là, ils ont dû subir une pression à la fois en termes de chaleur et puis de vitesse qui est assez phénoménale. Oui. Normalement, quand je suis rentré, moi je suis rentré les 2 fois à 28 000 à l'heure, donc ça va assez vite. Et on prend 5G, on fait 5 fois le poids de son corps dans la rentrée. Là, ils sont rentrés à 38 000 km à l'heure, donc un peu plus vite, ce qui fait que l'échauffement cinétique est passé de 2000 degrés à 2800 degrés, donc c'était un peu tangent. Et surtout que lors de la mission Artemis 1, on avait compris que le bouclier thermique s'était un petit peu abîmé. Donc il a fallu rentrer avec un angle différent pour ralentir un petit peu cet échauffement cinétique sur le bouclier thermique. Tout cela avait été établi de manière purement théorique. C'était le premier vol habité. Donc tout ce qu'avait imaginé la NASA et les Européens aussi a été vérifié dans la pratique. C'est là l'exploit et le tour de force. C'est vrai qu'il faut se rendre compte de tous les défis qu'ont pu représenter cette mission. La NASA avait vraiment besoin que ça marche et ça a été un succès donc. C'était un succès. Non seulement c'était un succès, mais c'est aussi l'aboutissement de toutes ces années que nous avons fait en collaboration avec les Américains, les Russes, les Japonais, les Européens, les Canadiens. On a mis ensemble des points de travaux qui sont vraiment très importants. Et c'est grâce à cette coopération avec les astronautes, les ingénieurs, qu'on a réussi à faire ce système, Orion ESM, qui est un système international. On n'a plus avec un drapeau
américain sur la Lune, on y va avec un drapeau Terre sur la Lune. Et malgré tout, les Américains voudraient plutôt y retourner avec un drapeau américain. C'est vrai que là, on sait que dans le programme, ils envisagent plutôt de poursuivre tout seul. On se demande comment c'est possible. Alors, non, parce que de toute façon, le véhicule Orion devait aller s'arrimer à la station Gateway, qui est une station autour de la Lune, dans laquelle participaient les Japonais, les Européens, les Canadiens et les Américains. Pas les Russes à cause de la guerre en Ukraine, mais sinon, ils étaient aussi invités. Et cette station Gateway a été abandonnée il y a environ une semaine pour faire une autre station sur la Lune, dans laquelle il y aura également les Canadiens, les Européens, les Japonais. Donc notre module, qui était un module qui était dans Gateway, on va le transformer en module qui sera sur la surface de la Lune. Donc on sera plus sur la Lune, ce qui est bien pour marcher sur la Lune, ce qui est un inconvénient car on n'a pas le choix du point d'atterrissage. Quand on est sur la Lune, on est fixé à un point donné et il faut refaire des bases successives. Avec le concept du Gateway, on pouvait se poser au pôle sud, sur l'équateur ou au pôle nord. Mais il y a quand même une incertitude sur quant à la présence d'astronautes européens. En principe, les Allemands seraient présents, ou peut-être les Italiens, peut-être les Français, mais ça reste très incertain, effectivement, avec ces dernières annonces qui ont été faites par la NASA la semaine dernière. Alors, dans les vols qui vont suivre, il y aura 3 Européens, donc il y aura certainement un Allemand, un Français, un Italien. Je ne connais pas les noms, bien sûr, mais c'est prévu que 3 Européens aillent sur la Lune, autour de la Lune ou bien sur la Lune. Donc vous pensez que pour vous, ça, c'est pas remis en cause pour l'instant, malgré les changements de financement? Alors, on va renégocier, mais à partir du moment où on travaille avec l'ESM, vu que la propulsion s'est faite par les Européens, on est pratiquement certain à 90% d'avoir des places d'astronautes européens sur les missions lunaires. Parlez-nous justement de ce module qui a été développé par l'ESA, parce qu'en fait, il a surperformé durant cette mission, et c'est bien de le mettre en lumière aussi. On parle là de travail d'ingénieurs qui ont bossé dessus pendant des années, et qui ont pu vérifier l'efficacité de ce qu'ils avaient mis en œuvre. Alors c'est vraiment quelque chose de vraiment très important comme travail, parce que, rappelez-vous, lorsqu'on a fait la Station spatiale internationale, on a lancé le module Columbus européen attaché à la station spatiale sur le dos d'une navette spatiale. Et on n'a pas payé en cash, on a payé en barter. Le barter, c'était l'ATV, le véhicule qui ramenait la logistique à la station spatiale. On l'a lancé 5 fois avec Ariane 5. Et ce sont les résultats de cet ATV, de la module de propulsion de l'ATV, qui ont servi à faire l'ESM. Donc on a récupéré encore une fois toute la connaissance de l'ATV avec nos ingénieurs et notre technologie pour faire la propulsion du module ESM et pour Orion. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les ingénieurs travaillent pendant des années, parfois des décennies sur un projet, et c'est important pour eux de le voir aboutir, c'est important pour eux de le voir aboutir avec une telle réussite, parce que c'est pas toujours le cas. Il peut y avoir un incident, il peut y avoir une explosion, il peut y avoir une défaillance, et là, on imagine l'immense satisfaction que ça représente pour toutes ces équipes. C'est une grande satisfaction pour les Européens, pour les Américains, et comme vous dites très bien, il y a aussi des fois où on a coopéré avec les Américains où ça n'a pas marché. Rappelez-vous le X-37, qui était un programme qui a été fait dans les années 95, qui était un avion supersonique qui allait dans l'espace et qui revenait se poser avec un parachute parafoil. Eh bien, on a envoyé quand même beaucoup d'ingénieurs pour le faire, et ça a été abandonné. Donc on n'est pas toujours gagnant à 100%. Ça, c'est l'inconvénient d'être en coopération. Mais en règle générale, ça fonctionne bien, et là, on a vraiment le fonctionnement idéal avec la mission lunaire. On parlait de la réussite technique de cette mission, mais il y a aussi des milliers, ce n'est plus de données qui ont été enregistrées. À quoi vont-elles servir? Quel était l'objectif, en fait? Alors l'objectif, c'est de vérifier, c'était la première vérification de ce véhicule habité Orion pour aller autour de la Lune. Donc là, on va dépouiller tous les paramètres de façon à sécuriser les missions d'Orion et d'Artemis suivantes, celles de 2027, 2022. Chaque vol est un vol d'essai, et on va vérifier toutes ces données pour que les vols soient plus rentables, plus efficaces, plus sécurisés. Et pour la Lune, alors pour les données qui étaient enregistrées sur la Lune, qu'est-ce qu'on va en faire? Que cherchent à comprendre les scientifiques? Alors, ce qu'on voudrait savoir, c'est bien finaliser les points d'atterrissage sur la Lune. Donc, on a toujours ce point qui nous importe, qui est le pôle sud, parce qu'il y a une grosse calotte de glace à ce moment-là. Et on voudrait savoir si cette glace peut être transformée en eau et faire de l'oxygène, de l'hydrogène pour les besoins de la motorisation ou bien pour l'oxygène pour les astronautes. Mais également, il y a l'hélium 3 qui est sur la Lune. J'étais en réunion hier soir avec la Fondation Van Allen. Il y a énormément d'hélium 3 qui est sur la Lune et qu'on pourrait exploiter pour faire de la fusion nucléaire et pour faire de l'énergie électrique au sol. Donc à chaque mission, on comprend mieux justement la destination et la manière dont on va pouvoir l'exploiter au mieux pour pouvoir optimiser chacune des missions. L'ambition finale, c'est donc de pouvoir poser des pieds américains, je le précise, sur la Lune d'ici 2028. Est-ce que le calendrier ne vous semble pas un peu trop ambitieux? Ça sera environ 2028. Il y a toujours, c'est très complexe, donc on ne peut pas être sûr à 100%. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette histoire de
coopération, mais de confrontation avec la Chine. Donc les Chinois veulent y aller en 2029, les Américains voudraient y aller avant 2029. Mais il y a quand même une grosse différence, c'est que les Chinois, ils iront seuls ou avec les Russes éventuellement, sachant que la coopération pour aller en 2029, c'est dans 4 ans. Le faire avec les Russes, ça va être dur de monter cette coopération aussi finement, alors que les Américains, ils ont l'avantage, par l'ISS, d'avoir tous les maillages de la coopération réglés depuis déjà 35 ans. Donc, ils sont vraiment prêts à y aller ensemble. Et c'est tout à fait différent d'y aller ensemble que d'y aller seul. Tout à fait, et ça, je ne ferai que prôner la notion d'union, évidemment, qui fait la force. Malgré tout, on a quand même l'impression que les Américains ont des sous-traitants, et là je pense à Elon Musk, à Jeff Bezos éventuellement, qui ne sont pas encore totalement prêts. Est-ce que c'est pas prendre un risque de tout parier sur eux? Alors, le travail avec Elon Musk est de faire le nouveau lanceur, qui est le Starship, qui a lancé 10 fois, qui réussit à peu près. Donc, c'est une fusée récupérable. Donc, c'est un projet extrêmement ambitieux, mais évidemment, c'est complexe à mettre en marche. Et ce projet, c'est une fusée à 2 étages. Le 2e étage se poserait sur la Lune et reviendrait également pour être récupérable sur Terre. Donc, c'est assez complexe. Et lui, je ne pense pas qu'il sera prêt. Par contre, Bezos, il a un système assez simple, un peu avec comme les lunar modules qui se posent sur la Lune. Et là, ça pourrait être prêt plus efficacement et plus rapidement que le projet d'Elon Musk. On a pu voir l'engouement pour ce tir, pour cette mission, et malgré tout, il semble être assez en deçà de ce qu'a connu à Apollo. Est-ce qu'il vous semble que les Américains continuent de soutenir le programme spatial de la Maison-Blanche? Alors, ceux qui soutiennent, sur les programmes de l'ISS que je connais bien, ceux qui ont été le plus grand soutien de l'ISS ont été les Américains. Ils ont été leadership, tout en faisant un management parallèle et horizontal avec les Russes, mais quand même, ils ont été les leaderships de cette affaire-là pendant 30 ans, et ça a bien marché. Donc, ils sont au fait du spatial, ça les intéresse. Non seulement ça les intéresse de faire l'ISS, mais également d'aller sur la Lune pour préparer le voyage sur Mars. Aujourd'hui, on a quand même une complexité pour aller sur Mars, c'est la durée des radiations. Et aujourd'hui, on sait que le corps humain ne va pas résister plus que 45 ou 60 jours sur un voyage vers Mars. Or, le voyage sur Mars dure 6 mois. Donc, il faut qu'on travaille sur la Lune pendant des années pour trouver des moyens efficaces de protection des astronautes de façon à faire ce vol en toute sécurité. Les limites sont les limites techniques, mais les limites physiologiques, les limites également de prix. Donc, il y a tout à vérifier et tout à coordonner pour partager ces tâches entre les différents pays participants. C'est pour ça que 2028 semble peut-être une ambition un petit peu... Alors, pour la Lune, c'est faisable. Pour Mars, c'est pas avant 2045-2050. Vous comprenez toute cette théorie du complot, toute cette mouvance qui affirme qu'il n'y a pas eu ce vol, cette mission autour de la Lune. D'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que dans cet imaginaire, on continue de penser que l'homme n'est pas capable d'aller au-delà de l'atmosphère, de franchir... Les complotistes sont ceux qui disent que la Terre est plate. Et nous, on avait une blague à la NASA. On s'est dit, si la Terre était vraiment plate, il y aurait certainement des agences de voyage qui nous amèneraient au bord de la platitude pour vérifier où est le précipice. Et or, il n'y a pas d'agence de voyage. Donc, a priori, la Terre n'est pas plate. Alors moi, quand j'étais dans l'espace, en 92-99, la Terre était ronde. Maintenant, elle est peut-être devenue plate entre-temps. Mais si vous m'aidez à payer un vol dans l'espace, je veux bien vérifier si elle est bien ronde. Mais en tous les cas, vous êtes interpellé sur ce sujet régulièrement, parce que vous intervenez énormément dans les écoles, vous promouvez l'espace et les programmes de l'ESA. Il y avait beaucoup au début de phrases complotistes. Maintenant, c'est difficile pour les complotistes parce que le problème, c'est que nous avons mis un satellite autour de la Lune qui photographie en temps réel les LEM qui sont posés sur la Lune. Alors, il faut qu'on dise, qu'ils expliquent d'où ça vient. Et j'ai lu, bien sûr, toutes les théories sur le complot. Tout ce qu'ils expliquent démontre qu'on était sur la Lune et non pas l'inverse. Les ombres, le drapeau qui flotte, etc., c'est démontré physiquement. Alors, leur livre permet de démontrer qu'on était sur la Lune, à l'inverse. Donc, c'est pas vraiment des scientifiques qui disent ça. Je remercie beaucoup Michel Tonini. En tous les cas, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'était mettre l'accent sur ce succès de la NASA, mais aussi des Européens, à la fois ce voyage, cette mission autour de la Lune et cet amérissage assez spectaculaire. Il y a eu un décalage de 2 km pour la zone d'amérissage. On sait dire la précision dont sont capables les ingénieurs. Merci infiniment d'être venus sur ce plateau.